Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invité est Rosemane Robineau, plasticienne guyanaise. Bonjour. Bonjour Michel Plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes plasticienne, artiste, mais avant tout, au tout début, vous êtes d'abord une sportive. Justement, j'allais vous en parler, mais je voulais dire, il y a des coïncidences heureuses. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'hygiène féminine, ce qui nous ramène au corps féminin. Et vous savez effectivement que je suis entrée par la porte du corps pour explorer la peinture, explorer mes idées, définir mon rapport au corps. Et c'est vrai, je vous ai interrompu, mais parce que j'avais envie de parler de cette journée du corps féminin et de j'allais dire, de la force et de la place qu'a le corps dans l'éducation en général, pas seulement dans l'éducation de la femme, mais en général dans le corps. Nous sommes en ce moment en pleine période des Jeux Olympiques et Pierre de Coubertin disait, après d'autres bien sûr, un corps sain dans un esprit sain, ou un esprit sain dans un corps sain. On a fait le va-et-vient pour définir, pour montrer quelle est la relation entre le corps et l'esprit et ce qui nous forme. Très bien, je vous en prie pour cette spontanéité. Tout cela, c'était pour dire aux auditeurs et internautes que vous avez été formé comme professeur d'éducation physique et sportive, ce qu'on appelle aujourd'hui EPS. On dit EPS, mais c'est éducation physique, on prend la première lettre, éducation physique et sportive. Oui, effectivement, j'ai été formée au CREPS de Poitiers, qui se tenait dans le château de Boivre à Vouneuil-sous-Biard, et au CREPS de Lille à devenir enseignante d'éducation physique. Et au cours de cette formation, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait tous les sports possibles, aussi beaucoup de disciplines intellectuelles, la philosophie, l'histoire, l'anatomie, la physiologie. Mais pour revenir au corps et aux activités sportives, j'ai fait beaucoup de danse traditionnelles d'Europe, d'Amérique latine, des Amériques, d'Angleterre, d'Europe centrale, parce que nous avions un professeur de danse qui était passionné de danse d'Europe centrale et qui avait un dynamisme extraordinaire. J'ai fait aussi avec un autre professeur de l'expression corporelle, bien sûr, du modern jazz, de la danse contemporaine. Et donc, je suis, j'allais dire, ancrée dans cette discipline. Et en même temps, je me souviens que dans l'atelier de ma mère, le corps était très important parce que ma mère était couturière modiste et donc elle habillait les corps, elle habillait aussi la tête. Et le premier pays, ce n'est pas un hasard, où vous avez enseigné justement cette discipline, c'est chez vous, votre terre natale, la Martinique. Voilà, après mes études en métropole, j'ai enseigné d'abord à la Martinique durant 3 années. Et c'est au cours de ces 3 années de vie à la Martinique, j'allais dire de reconnexion avec mon pays, que j'ai pratiqué la danse traditionnelle, le belay, la mazurka, la biguine et d'autres formes de danse traditionnelles, avec Loulou Boislaville comme président, initiateur des ballets martiniquais, et Ronnie Hall qui était le chorégraphe. Et c'est grâce à eux, grâce à cette troupe, que j'ai pu aller pour la première fois à New York, où je suis tombée presque raide, je dirais, devant la repasseuse de Picasso. Et c'était une expérience extraordinaire. Ce matin encore, j'en parlais, et je disais que tout mon corps avait été saisi. J'avais été prise d'une émotion telle que c'était une véritable initiation que je vivais là, en ce moment-là, face à la repasseuse de Picasso. Et je suis entrée en peinture. Et je vous en parle, je suis encore remplie d'émotions
face à cette œuvre-là qui a déterminé mon parcours et qui continue de m'habiter. On va y revenir. Puis vous allez repartir en France, en Île-de-France plus précisément, pour travailler, pour enseigner votre passion, le sport. Oui, et puis dois vous dire que l'amour vous fait parfois faire des choses incroyables. Et c'est en suivant un fiancé que j'ai abandonné le lycée de jeunes filles de la Martinique où j'avais été affectée pour aller en région parisienne où j'ai enseigné à Sarcelles. Et je suis restée 10 années en région parisienne à enseigner l'éducation physique, à transmettre le goût de l'effort à mes élèves, le goût de la danse, la passion du corps et leur faire comprendre comment le corps est utile dans la formation d'un individu. Et c'est à Paris que vous allez vous initier à la peinture coloriste. Alors, j'ai commencé, on va dire à la Martinique, revenant de New York, j'avais commencé à barbouiller, à griffonner des choses. Et puis, c'est à Paris, quand je me suis installée là-bas, que j'ai visité les musées, découvert les artistes comme Miro, comme Ernest Pignon et ses femmes rouges. Non pas Ernest Pignon, mais Ernest Pignon et ses femmes rouges, Max Ernst, tous ces grands artistes qui ont marqué. Max Ernst m'a apporté en quelque sorte la réflexion. Parce que ces tableaux sont des espèces de rébus. Et je me souviens de cela. Et donc il m'a positionné autrement que par le biais de l'émotion, comme on dit, ce que je n'aime pas beaucoup entendre quand on parle de mon travail et de la peinture en général. Ça n'est pas que de l'émotion. Hein. Il y a une réflexion derrière, il y a des analyses, il y a des choses qui se passent. Vous allez commencer à consacrer de plus en plus de temps à la peinture, puisque vous allez exposer au 8e Salon des peintres et sculpteurs des Antilles et de la Guyane. Alors, ma première exposition en métropole a été une exposition individuelle en 1971 à Besançon, où je travaillais d'ailleurs, et ça se passait au Centre culturel de Besançon, où d'ailleurs j'avais un groupe folklorique que j'animais. Et ensuite j'ai exposé au Salon des peintres de l'Île-de-France et des Antilles en 1971, puis en 1978 au Musée du Luxembourg sous l'impulsion de Jeanne-Michel Hugues, qui m'a permis de rentrer à l'école, à l'atelier Julien Deldebio, où j'ai pris des cours de dessin. Et puis très vite, le professeur m'a dit, bon écoutez, montrez-moi comment vous savez peindre. J'ai peint et il m'a dit, bon allez, faites vos affaires. Et je n'ai plus fréquenté l'atelier Julien Deldebio. Et depuis, j'ai continué à travailler, à m'entêter, à écouter aussi, à croire aussi tout ce qu'on me disait. J'avais des amis qui avaient fait l'école des beaux-arts, qui étaient enseignants et qui me disaient « tu as un don » et moi je crois à tout ce qu'on me dit. Donc, et puis j'avais ce besoin de peinture, cette nécessité de faire les choses et de dire les choses par un médium. Vous allez rejoindre l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Quel était l'objectif poursuivi? Oh, je n'ai jamais eu d'objectif précis en adhérant ou en faisant partie d'un groupe. L'opportunisme n'a jamais été quelque chose qui m'a guidée. D'ailleurs, à cause de cela, j'ai perdu beaucoup de rencontres, beaucoup de personnes qui auraient pu me consolider ou m'accompagner, parce que voilà, je vivais les choses un peu comme une petite fille qui on fait un cadeau, qui est étonnée par le cadeau et qui ne comprend pas trop bien ce qui se passe. Et donc je ne me suis pas accrochée à Femmes peintres et sculpteurs de France, tout comme je ne me suis pas accrochée à Aimé Césaire qui m'avait ouvert les bras, tout comme je ne me suis pas accrochée à Glissant qui était venu dans mon atelier. Je suis assez... Je ne sais pas si c'est de la timidité, si c'est un manque d'assurance, mais ce sont des voies que j'ai ratées, on va dire. Voilà. Quel souvenir gardez-vous de cette rencontre avec Aimé Césaire, aussi glissant? Ah, Aimé Césaire
Je me souviens, avant de le rencontrer, j'avais un professeur qui s'appelait Solange Sfit-Duval. Et c'est elle qui m'avait fait découvrir le cahier d'un retour au pays natal. Et je suis imprégnée de ce cahier de retour au pays natal, tout comme je suis imprégnée de la campagne de ma grand-mère, du jardin de ma grand-mère, des senteurs de tubéreuses de ma grand-mère. Ce sont des choses qui sont indélébiles en moi. Et Césaire avait cette simplicité, ce n'était pas... Voilà, il vous accueillait, mais il était en même temps très très simple, il n'imposait rien. Et Glissant, pouvez-vous nous en dire un mot? Alors, quand Glissant est venu dans mon atelier, il était venu avec la fleuriste du boulevard Joubelin, voilà que j'oublie son nom tout d'un coup, et le mannequin martiniquais Mounia. Voilà, et j'avais été très surprise qu'ils viennent, qu'ils arrivent comme ça dans mon atelier. Et j'avais échangé avec Glissant, et Glissant j'ai retenu une phrase qu'il m'avait dite. Un artiste ne fait jamais de compromission. Et ça, je l'ai bien ancré dans la tête. Et c'est quelque chose qui vous a toujours caractérisé? Je crois. Je crois que oui, je suis une personne, on va dire, assez libre, volontaire, peut-être un peu têtu, mais ce têtu ou cet entêtement, je vais le traduire par quelque chose comme la foi. Quand je dis la foi, ce n'est pas la foi religieuse, mais la vraie foi. Savoir que on est venu sur Terre pour accomplir quelque chose et qu'on a le devoir d'accomplir cette chose. Surtout quand la vie vous a donné les possibilités de le faire. Par amour, vous allez vous installer à Paris. En 1978, vous venez en Guyane, là aussi par amour? Alors, en 1978, j'arrive en Guyane pour accompagner mon mari qui est nommé à l'hôpital de Cayenne. Et j'arrive dans ma valise avec 25 tableaux que j'avais produits à Paris. Et je voulais ainsi dire bonjour à la Guyane. Et donc j'ai fait une exposition à l'annexe mairie du boulevard Jublin. Ça s'appelait encore boulevard Jublin. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré les artistes de Guyane. Et depuis cette date, vous n'êtes plus reparti? Depuis 1978, je ne suis plus repartie. Je suis installée en Guyane. Mes enfants y sont nés. J'ai travaillé dans le même collège jusqu'à ma retraite que j'ai prise de façon anticipée à 50 ans pour pouvoir me consacrer à mon art. Et en 1990, vous vous êtes inscrit au cours d'été des Beaux-Arts de Paris en dessin et en gravure. Pour vous, c'est important ce perfectionnement? Oui, parce que j'avais besoin peut-être de me rassurer. Oui, je pense que c'est ça. Et puis, j'ai aussi écouté les autres qui me disaient, bon, ça serait bien de prendre encore des cours de dessin, là. Mais donc j'ai pris des cours de dessin, des cours d'été, dans un atelier dont j'oublie le nom de l'enseignant. Ça, c'est encore une de mes légèretés. Et j'ai fait aussi, j'ai été initiée à la gravure, voilà, dans l'intention d'ouvrir un atelier de gravure dans mon atelier, mais bon, je n'ai pas pu aboutir à ce vœu. Vous travaillez chez vous, votre atelier se trouve à votre domicile? Alors mon atelier se trouve sur ma propriété, pas dans ma maison de vie, mais à côté, sur ma propriété. C'est une des choses que j'ai voulu faire pour ne pas encombrer ma famille, d'une part, et puis aussi pour me donner plus d'aisance dans le travail. Et pour cela, j'avais été soutenue par le Centre national des arts plastiques à Paris. Donc j'avais eu une chance extraordinaire. J'avais eu une subvention pour ouvrir cet atelier, enfin le construire, qu'on aide à l'installation d'un atelier. Et donc j'ai bénéficié de cette subvention et
et je continue de travailler dans mon atelier et d'y faire des expositions parce que c'est toujours compliqué, je le dis avec beaucoup de tristesse en même temps, de faire des expositions dans des lieux appartenant aux collectivités parce que la législation est tellement cadrée, tellement sourde aussi, que c'est compliqué d'aller dans les lieux publics pour faire des expositions, d'autant plus que je fais de grands formats et que parfois je fais des installations que le personnel n'étant pas habitué aux installations vient balayer. Alors c'est très embêtant tout ça. Mais je suis très triste de constater la fermeture de lieux, parce qu'il y a eu des lieux d'exposition ici, il y a eu des galeries. Je suis très triste de constater la fermeture de l'Ardec, de la galerie du musée Franconi, de celle attenant au musée Franconi, où il y a, c'est le bureau maintenant pour les chauffeurs de bus, de la DAC, qui avait une galerie à Avenue de Gaulle, de l'espace Forme Sens, initié par José Legrand, de plein d'autres lieux. Et je pense que on pourrait, les politiques veulent toujours faire des choses prestigieuses sur laquelle voilà, ils vont mettre une plaque avec leur nom et l'ouverture et inauguration et tout ça. Mais on peut trouver des lieux où les artistes pourraient s'exprimer. Je rêve d'exposer par exemple à la Petite Chapelle qui est non loin à côté de nous, dans l'hôpital Saint-Denis, ou bien d'exposer à la Poudrière. Et puis il y a aussi Jean Martial. Qu'attend-on pour ouvrir ce lieu? Alors on va me dire c'est l'État, mais l'État c'est nous. Il y a l'État et il y a le gouvernement. Et l'État c'est nous. Et nous pouvons décider que nous faisons les choses. Alors Jean Martial, je crois qu'il y a un projet justement d'ouverture de lieux dans quelques années. Ça fait près de 10 ans qu'on en parle et il serait temps. Alors est-ce qu'on attend encore que les artistes aillent squatter le lieu? Mais moi je ne suis pas pour le squat. Je ne dis pas on va décider d'aller investir un lieu. Quand il y a eu l'Inini par exemple, un jeune artiste était venu me voir, me dit oui viens, on a décidé qu'on va aller squatter tel endroit. Je dis non, avez-vous demandé? Il faut d'abord demander. Si on te dit non, tu vas squatter. Mais si on ne te dit pas non, tu ne décides pas d'aller faire. Et donc, mais je trouve dommage quand même que cet endroit, cet espace qui est l'Inini, soit en perdition, comme les archives de Guyane, comme tous ces immeubles que l'armée possède, où c'est fermé, les fenêtres elles tombent. C'est pas possible qu'on continue à vivre ainsi. Le message est passé. Rosemane Robineau, pour revenir à votre peinture, à vos œuvres, dites-nous d'où puisez-vous vos sources d'inspiration? Source d'inspiration, ça pourrait être de la rencontre que j'ai avec vous en ce moment, ça peut être des personnes que je regarde qui se promènent sous un parapluie, ça peut être celui qui n'a pas d'abri, qui m'inspire. Ce sont des causes en quelque sorte dont l'artiste parle dans son travail. On n'est pas perché sur des nuages, mais on part d'une réalité qui peut être la sienne propre, qui peut être celle de sa famille, qui peut être celle de ses amis et qui est celle du monde. Nous sommes dans le monde. Vous êtes très souvent sollicité pour des conférences ou encore des expositions hors de Guyane. C'est une activité qui vous plaît? Ah oui, j'aime les rencontres. J'aime les rencontres. Je crois que l'une des choses qui m'a porté à la peinture, c'est ce besoin de communiquer. Et donc oui, j'aime aller à la rencontre. Je ne suis pas souvent invitée pour les conférences. On n'aime pas m'entendre parler, je crois.
Je ne suis pas invitée pour les conférences, mais je suis sollicitée, je suis invitée pour des expositions. Ainsi, depuis, on va dire, de 2023, de 2022 à 2024, ça n'a pas cessé. En 2022, il y a d'abord eu la Biennale de Belém, une exposition collective à laquelle j'ai participé. Puis en 2023, juin 2023, il y a eu une invitation du Centre culturel du Lamentin, la direction du Centre culturel du Lamentin, pour une exposition individuelle. En 2023, toujours, j'ai été invitée pour une exposition collective à Paris, La mémoire des hauts-fonds, puis à l'École nationale supérieure des beaux-arts en 2024. Et je dois dire que peut-être que tout ça part du fait que en 2021, j'ai été répertoriée par AWARE, Archive Women Art Research and Exhibition, dont la présidente est Camille Morino. C'est un mouvement international et qui a une antenne à Paris. Et donc, je suis sur le répertoire AWARE et j'ai été aussi nominée pour le prix d'honneur AWARE en 2022. Félicitations, on dit que nul n'est prophète dans son pays. Est-ce que vous confirmez cet adage? Je ne sais pas c'est ce que l'on dit, mais j'observe que beaucoup de jeunes, la plupart des jeunes ne me connaissent pas en Guyane, et beaucoup de gens ne me connaissent pas, et beaucoup de gens, j'étais assez surprise même cette semaine, des gens du milieu culturel, des gens de l'EPCC, l'Office culturel de Guyane, ne me connaissent pas en tant que peintre. C'est quand même extraordinaire. Je ne dis pas que je suis celle qui se montre le plus, qui fait le plus d'expos, qui parle, qui est la plus importante, mais cela fait quand même près de 50 ans que je suis dans ce pays et que j'œuvre. Je considère que c'est une œuvre, que j'œuvre, et je suis assez surprise de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais entendu parler de moi, alors qu'il y a des enseignants qui emmènent leurs élèves à Paris pour aller voir des expos. C'est incompréhensible, ça. C'est une des choses que je ne comprends pas. Et je dois vous dire aussi que je reviens d'une résidence de 3 mois à la Cité internationale des arts de Paris. C'est une résidence qui a été initiée par la Cité internationale des arts de Paris, dans le Marais, avec le partenariat du ministère de l'Outre-mer. Et donc j'étais lauréate avec 11 autres artistes pour une résidence de 3 mois. Et au cours de cette résidence, j'ai eu une exposition individuelle à la Cité internationale des arts. Toutes nos félicitations. Parlez-nous un petit peu, faites-nous rêver. Quelles sont les matières que vous utilisez pour peindre vos tableaux? Ah, ça c'est une question parce qu'on peut faire de l'art avec n'importe quoi. Je peux poser une valise sur un tapis, dans une salle, simplement, mais quel est le discours qu'il y a derrière? Donc on peut faire de l'art avec n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait une parole qui sous-tende ce que l'on fait. Bon, ceci dit, je peins à l'acrylique. J'ai commencé à Paris à peindre à l'huile. On s'imagine que l'huile, c'est la chose. Si tu ne dis pas que tu peins à l'huile, tu n'es pas un artiste. Bon, bref. Donc j'ai peint à l'huile, mais depuis que je suis ici, je peins à l'acrylique. Et je vais dire, je peins aussi avec du fil, je brode, je travaille avec du papier, avec du sable, avec de la terre, avec mon corps, tout simplement avec des objets. On peut s'exprimer de 1000 façons. Le fait de passer du sport à la peinture, cela a une cohérence pour vous? Ah, mais tout à fait, ce que je vous disais tout à l'heure.
c'est Bouddha qui dit l'importance du corps dans l'éveil de l'individu. Et un livre révélé nous dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon temple. Et dans d'autres philosophies, on vous dit, il faut dégrossir la pierre brute. Et cette pierre brute, c'est notre corps. C'est le premier outil qui nous est donné pour nourrir notre perception. Je déplore aussi que dans l'éducation des enfants, on occulte les sens, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat. C'est ce qui nous fonde, c'est ce qui nous permet de percevoir le monde autour de nous. Le matériel, le physique, le spirituel, pour vous, c'est au même plan? Oui, c'est un tout. Et tout cela fait partie de nous, de notre corps. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre actualité? Pour l'instant, je réfléchis, j'écris beaucoup. L'actualité, c'est l'exposition à l'École nationale supérieure des beaux-arts dont je vous ai parlé. J'ai une pièce importante de 16 mètres carrés. C'est aussi l'exposition à Paris, La mémoire des hauts-fonds, qui se poursuit. Et c'est aussi, j'allais oublier, très important, la métropolitaine des arts. J'ai été invitée par la Cité internationale des arts pour une exposition dans les cours intérieurs de la Cité internationale des arts, c'est-à-dire que j'y ai 4 tableaux qui ont été reproduits en plus grand format, donc des tableaux qui font 4 mètres carrés, 20 mètres carrés. Donc voilà, ces œuvres-là sont exposées dans la Cité internationale des arts. Ce n'est pas moi qui les ai reproduites, on a fait appel à une entreprise sous ma... comment dit-on? Ma supervision. Voilà, j'ai supervisé le travail, j'ai fait 2 voyages à Paris pour aller superviser le travail qui était réalisé par 2 peintres. Et donc je suis assez contente du travail qui a été fait. Et ces œuvres-là vont rester au moins jusqu'à la fin des JO, mais en tout cas il est prévu qu'elles restent durant 5 années, si le temps ne les abîme pas trop. Une autre façon d'immortaliser votre travail, votre parcours, c'est l'écriture. Est-ce que vous y avez pensé? Oui, j'écris beaucoup. Je suis un peu désordonnée, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de cahiers. Donc il faut que je mette de l'ordre dans tout cela. Et puis depuis toujours, j'ai dans l'idée d'écrire un livre pour raconter des choses. Parce que je vais avoir bientôt... J'ai mon âge. Et donc j'ai des choses à dire, j'ai eu des expériences. J'ai des idées, je réfléchis beaucoup, oui. J'ai produit en 2012-2011, j'ai produit un recueil de poèmes que j'ai intitulé « Paroles à dire et à chanter », qui n'a pas eu de grande répercussion parce que je ne sais pas me vendre. Et j'ai aussi écrit « Voyage en pays Koumaté ». J'étais partie de l'histoire d'un bagnard. Il n'était pas bagnard au départ. Je suis partie de l'histoire d'un Guyanais qui avait été accusé d'avoir volé 3000 francs. À l'époque, on dit en billions, et voilà l'autre terme. Donc, c'était une somme considérable qui était enfouie dans une jarre sous le lit de Ginette, de la mère d'une famille ébouée. Et donc, je suis partie de cette histoire. Il a été condamné au bagne. Je suis partie de cette histoire pour imaginer que ce bagnard avait pris le dernier bateau venant des Antilles pour venir en Guyane et que j'aurais peut-être, pourquoi je suis en Guyane, j'aurais peut-être une racine guyanaise, un cousin guyanais. Voyez un peu quoi. La coïncidence, pourquoi pas.
On sait que vous êtes très connecté. Comment peut-on vous suivre? On peut me suivre, je suis abordable chez moi, à mon atelier. Il suffit de m'appeler et on vient. Sinon, Google dit beaucoup de choses de moi, mais je n'ai pas de site. Je n'ai pas non plus d'argent artistique. C'est peut-être pour ça que les choses ne se sont pas faites sur le plan commercial. Et mon atelier est rempli à déborder. Je vois que les choses s'abîment. Parfois, j'ai eu l'envie de tout brûler. Je l'ai fait une fois et je me retiens pour ne pas le faire parce que c'est en quelque part se suicider. Et c'est voilà, j'ai pas le droit de le faire. Voilà. Merci beaucoup, Madame Rosemane Robineau, de nous avoir accordé cette interview. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous, évoquer votre parcours, votre passion pour la peinture, pour le sport et surtout pour la richesse, ce que je retiens également de l'être, de l'individu lui-même, parce qu'il doit se nourrir et là justement il contribue. J'espère. C'est le Clésio qui a dit, je ne me souviens pas très bien de la phrase, l'artiste est celui qui montre du doigt une parcelle du monde. Madame Rosemane Robineau, merci. Merci beaucoup. Je voudrais profiter quand même de votre antenne pour remercier la collectivité territoriale qui m'a un peu aidée pour compléter la bourse qui m'était dédiée au moment de la résidence en 2023. Et je voudrais aussi remercier la directrice générale de la Cité internationale des arts, Madame Bénédicte Alliot, et toute son équipe qui reste attentive à mon travail. Merci. Merci beaucoup.